côtés d'un écrivain et réalisateur, Dominique Format. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le projecteur.com pour une rencontre autour de vos œuvres, œuvres d'écriture et œuvres de réalisation de films. Vous avez présenté, lorsque vous êtes venu dans le cadre de la semaine du festival Vaison Polar, vous venez de présenter un film que vous avez réalisé, Le Roi des Armes. Pouvez-vous nous le présenter, s'il vous plaît ? Avec plaisir. J'ai vécu 15 ans aux États-Unis. J'ai travaillé pendant ces 15 ans dans le cinéma à Los Angeles. J'ai fait plusieurs métiers et j'ai réussi à réaliser un film que j'avais écrit en 2001, qui se nomme donc en français La Loi des Armes, en anglais Scenes of the Crime, avec Jeff Bridges en acteur principal. Alors Jeff Bridges, vous pouvez le connaître par le Big Lebowski. En général, c'est le film que les Français connaissent le mieux avec lui. Et ça a été une merveilleuse expérience, évidemment. Je suis le seul Français à avoir tourné un film avec Jeff Bridges. Et le film était destiné à avoir une carrière, disons, normale, mais peut-être une grande carrière. Et puis pour des histoires de malversation entre les financiers, avec les producteurs, des problèmes de contrat, le film n'a pas eu de sortie salle comme il était prévu et a disparu. Comment vous l'expliquez ? Je me l'explique pas, à part simplement par le fait que un mélange de malchance, je pense, et d'intentions détournées, à savoir des intentions de profiter d'une situation, parce que lorsque vous financez un film, c'est une grosse somme d'argent. Même quand c'est un petit film, mon film a coûté dans les 5 millions de dollars. Donc il y a des intérêts. Il y a des intérêts à essayer de détourner ou d'utiliser, disons, certaines parties de cet argent à des fins qui ne sont pas liées au film. Cela lié avec des mauvais contrats de distribution qui étaient mal préparés. Les deux éléments ensemble ont fait que les financiers, les gens ayant travaillé sur le film et les possibles distributeurs ne se sont pas entendus. Et le film est resté comme ça, abandonné. Je suis retrouvé le seul à vouloir m'occuper de ce film, puisque j'en étais le père, puisque je l'avais écrit et je l'avais réalisé, mais je n'avais pas de pouvoir, ni de financier, ni de distribution pour pouvoir en faire quelque chose. Est-ce que bon là on fait une petite parenthèse, mais est-ce que vous pensez aussi le fait d'être le seul Français qui a été choisi pour réaliser ce film, bon voilà, vous êtes Français, vous êtes dans un milieu un petit peu inconnu, est-ce que aussi c'est peut-être un profit de cette situation-là ? Je pense pas, parce que d'abord je suis devenu américain, donc je suis français, mais j'ai pris la nationalité à peu près à ce moment-là. J'avais une carte verte et à l'époque je pensais rester aux États-Unis, donc j'ai pris la nationalité. Et le fait d'être français ou anglais ou de Lituanie ou de Chine ne change rien quand vous faites un film à Los Angeles. Ce qu'ils veulent, c'est avoir le meilleur de vous-même. Et s'ils vous choisissent, c'est qu'ils considèrent que vous êtes bon. Il n'y a pas un problème de nationalité, non, non. Et si par contre vous évoquez une possible inexpérience, là, bien sûr, c'était le cas, puisque c'était mon premier film, donc je n'étais peut-être pas toujours au fait de tous les méandres et de toutes les manipulations qu'il peut y avoir autour du film, pas sur le film en lui-même, mais tous les rapports de force qu'il y a autour de la fabrication d'un film. Alors parlez-nous quand même de ce film, La Loi des Armes. Alors La Loi des Armes est un film policier. C'est l'histoire d'un voyou qui est kidnappé et qui se met dans un rapport de force, et qui est dans un rapport de force avec son kidnappeur, à savoir que celui qui est kidnappé a bien plus de pouvoir et de puissance que celui qui est en train de kidnapper. Et c'est ce qu'il dit au début du film. Il se retrouve avec le chauffeur qui est en même temps celui qui l'a kidnappé, qui est un jeune homme de 25 ans, et il lui dit: pose ton pistolet, va-t'en, je te donne une chance, car sinon ta femme, ta mère, tes enfants si tu en as, seront réduits à néant. Et donc toute la situation de mon film, c'est un huis clos en fait, un huis clos dans la rue, dans une voiture. Toute la spécificité, la particularité de mon film, c'est que évidemment celui qui a un pistolet n'est pas celui qui a le véritable pouvoir. Et qui dit la vérité, qui ne la dit pas, c'est un long jeu d'échecs et de manipulation entre ces deux hommes.
doublé en cela d'une manipulation qui se fait à l'extérieur pour libérer cet homme. Et ceux qui veulent le libérer, ou qui prétendent le libérer, peut-être ne le veulent pas véritablement. Alors, c'est une adaptation que vous avez faite suite à un livre que vous avez écrit. Non, 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 c'était. Lorsque je travaillais aux États-Unis, donc c'est de 1992 à 2007, je n'écrivais pas de livres. J'écrivais des scripts, des scénarios. Enfin, j'ai fait divers métiers, mais entre autres, j'écrivais des scénarios. Et j'ai d'abord écrit pour moi un scénario pour faire un court-métrage. Puis ensuite, j'ai participé à divers scénarios avec d'autres écrivains. Il faut garder en tête que c'est toujours compliqué, en tout cas pour moi, mais je crois pour beaucoup de gens, d'écrire dans une langue étrangère. Donc de devoir écrire des dialogues en anglais est compliqué, c'est pour ça que je m'associe à d'autres personnes. Puis finalement, j'ai écrit un long métrage en pensant que je pourrais le réaliser. Et c'est cette histoire qui est devenue La Loi des Arbres. Et je l'ai écrit en pensant à l'aspect financier du film, puisque je le présentais comme ce huis clos dans une voiture, donc c'était pas très cher. Il suffisait de trouver 2 acteurs, de louer une voiture, de se mettre dans une rue de Los Angeles et on pouvait tourner le film. Et voilà, donc je suis venu avec mon court-métrage, mon script, et après à peu près une année de recherche, j'ai réussi à convaincre un producteur. Alors cette histoire, vous êtes inspiré de quoi alors? Elle est en grande partie... C'est assez noir quand même. Oui, mais j'aime bien les histoires noires, j'aime bien, je suis à l'aise avec les histoires noires. Je trouve que les histoires noires reflètent assez bien la vie, plus que les histoires romantiques et les histoires d'amour qui sont assez éloignées de la réalité. Donc en grande partie, cette histoire est une histoire inventée, tirée de mon imagination. J'avais eu toutefois un contact avec un délinquant, un voyou à Los Angeles, qui m'avait expliqué qu'il avait été kidnappé par d'autres voyous. Ça remontait dans les années 70. Et il l'avait mis dans une camionnette. Et la camionnette s'était arrêtée à côté d'une cabine de téléphone. Et il y avait 2 types qui l'avaient kidnappé. Et donc un des 2 types sortait tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes, pour téléphoner, puis revenait dans la voiture. Et donc lui ne savait pas ce qui se passait et craignait le pire pour sa vie. Et quand le type qui était au téléphone revenait, il lui disait « il n'y a pas de problème pour le moment ». Puis ils attendaient, ils ne se parlaient plus. Puis 15 minutes plus tard, il retournait. Et donc à chaque fois, m'expliquait-il, il avait la peur de sa vie. Il pensait mourir ou être puni très sévèrement. Et il s'en est sorti, puisqu'il m'a raconté l'histoire. Et de cette situation de départ, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose qui était intéressant à développer, où le rapport entre les hommes était à son niveau le plus strict, le plus nu. Et c'est de là que j'ai commencé à développer toute mon histoire. Et pourquoi avoir souhaité faire un long métrage plutôt qu'un livre? À l'époque, je ne souhaitais pas écrire. Je voulais devenir réalisateur. J'étais dans le cinéma. L'étape suivante des petites coproductions que j'avais pu faire ou des divers métiers que j'avais fait dans le cinéma et des gens qui me faisaient confiance et qui pensaient que j'avais peut-être un petit talent faisait que l'objectif était de devenir réalisateur. Et je ne pensais pas du tout en termes de littérature. Je pensais simplement en termes de cinéma à l'époque. C'est venu après. Lorsque le film a eu des difficultés, que le film n'a pas pu me permettre d'en faire un second, et que j'ai passé 2 ans à essayer de monter un 2e film sans pouvoir y parvenir, je suis rentré en France, et en rentrant en France, je ne connaissais personne dans le milieu du cinéma. Puisque quand j'étais parti, je faisais pas partie de ce milieu-là. Donc j'ai été très mal accueilli. Enfin, j'ai pas été accueilli d'ailleurs du tout. Ils étaient indifférents à mon travail. Les producteurs français n'étaient pas curieux. En général, ils ne le sont pas d'ailleurs. C'est peut-être aussi un milieu fermé aussi, non? Le peu d'expérience que j'ai, c'est du cinéma français, me fait dire qu'ils ne sont pas très professionnels, ils ne sont pas très sérieux. Ils sont dans leur compte à soi. Ils sont exactement l'inverse de ce que j'ai pu connaître et pratiquer et fréquenter aux États-Unis. Et c'est peut-être pour ça que le cinéma américain est souvent... On traite le cinéma français comme un cinéma bankable. Vous pensez que ça peut être défini comme ça aussi? Non, non. J'aimerais bien qu'il soit bankable. Mais je pense pas qu'il l'est. Je pense qu'il y a 2 acteurs et demi qui sont bankable en France. Et puis c'est tout. Et le cinéma américain est bankable. Parce qu'ils ont les matières et ils ont une puissance économique qui fait que leur cinéma peut s'imposer et peut être proposé au reste du monde.
problème du cinéma français, hormis le fait qu'il est en français, mais ça c'est inhérent à notre situation. C'est déjà difficile Il y a beaucoup de pays où on ne veut pas voir des films sous-titrés. Par exemple, aux États-Unis, c'est très compliqué de montrer un film français. Il faut en faire une version anglaise. Mais l'autre chose, c'est que il y a des très bons films en France, hein, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Je trouve que les histoires sont pas. Mais ça, c'est mon goût personnel. Mais je suis un spectateur comme les autres maintenant face à ce cinéma, et je pense que on travaille pas assez sur les histoires, on travaille pas assez la direction d'acteurs, on travaille pas assez le contenu, et que pour un Jacques Audiard, il y a combien de réalisateurs médiocres? Voilà. Est-ce que les images vous manquent dans l'écriture? Non, parce que, enfin, elles me manquent en ce sens où, oui et non, voilà. Oui, parce que chaque fois que j'écris un livre, je l'écris en espérant qu'un producteur puisse trouver quelque chose d'intéressant dans mon livre et prenne une option de mon livre et me demande de travailler avec lui pour en faire un film. Donc, en ce sens, de l'adapter, de faire une adaptation. Et donc d'essayer, en espérant que je puisse participer à toutes les étapes de développement de l'adaptation. Donc en ce sens-là, oui, des images qui pourraient venir après l'écriture du livre me manquent. Non, parce que on me dit, et j'essaie de le faire, que j'essaie d'écrire des livres qui sont très visuels. Et je pense que c'est en partie une des formations du métier que j'ai eu précédemment, de scénariste. Je pense mes histoires de manière très visuelle. Donc je crois qu'elles sont très visuelles. Donc j'ai quand même sans cesse ce côté image, même si ces images ne sont plus que sur le papier, sur les 200 pages d'un livre ou les 250 pages d'un livre. C'est votre souhait que le lecteur ait le même sentiment que vous, voit une image à chaque ligne d'écriture? C'est pas un souhait, mais c'est vrai que ça fait partie de cette façon d'avancer pour moi dans l'histoire et qui me permet, pour moi, au moment où je l'écris, au moment où je réfléchis à l'histoire, de pouvoir la faire progresser. Il se trouve que des lecteurs m'ont dit, ah mais oui, c'était, enfin ceux qui aiment bien mes bouquins, m'ont dit, ah oui, c'est très bien parce que c'est visuel, on y est, on voit les choses. Alors c'était pas volontairement que je l'ai fait, enfin c'était pas dans l'intention de séduire le lecteur, c'était simplement moi, c'est ma façon de travailler. Je me vois mal travailler autrement. Et pour vous, donc, c'est gratifiant, c'est réussir Que des lecteurs puissent vous... Absolument. Tout lecteur qui vient vous voir et qui vous dit « j'ai aimé, ça m'a fait quelque chose, j'ai eu un sentiment de bonheur, de peur, de plaisir », c'est formidable parce que quand vous démarrez, enfin comme tout le monde, je vous dis là des évidences, mais quand vous démarrez, vous êtes convaincu de votre histoire, mais il va falloir en faire 250 000, 300 000, 500 000 signes. Et il va falloir séduire quelqu'un qui va à un moment ou à un autre se décider à dépenser 7 à 20 euros. Donc tout ça, ça te fait un processus très compliqué quand on y pense. Donc quand quelqu'un revient vers vous en vous disant « j'ai lu votre premier livre, je viens vous voir parce que je voudrais lire le nouveau », c'est formidable. C'est formidable. Parlez-nous du festival Vaison Polar. Comment vous sentez-vous? Écoutez, je me sens très bien. C'est très agréable. Comment vous dire? Il y a quelque chose de confortable qui est un peu de l'ordre des vacances. Parce qu'on est dans le Midi, parce qu'il fait beau, parce que les gens sont très sympathiques, parce qu'on se retrouve entre auteurs de polar et qu'il y a plutôt une bonne... enfin, je sais pas, plutôt, il y a une très bonne ambiance entre nous. Donc on est un petit groupe de garçons, enfin il y a aussi des femmes, enfin Très peu de filles quand même. Hein. Il y a très peu de filles, c'est vrai, ça nous manque tous, vous savez, ça, on le regrette tous. Hein. Mais non, bon, c'est vrai qu'on est plutôt entre garçons, donc entre garçons, bah voilà, ils se préparent, ils vont jouer à la pétanque, ils me font des signes là, et donc cet aspect-là est formidable. Moi, je prends pas de vacances. Pas par soi, mais parce que c'est un petit peu compliqué parfois. Donc c'est vrai que je me retrouve dans une situation à la fois de vacancier, c'est très agréable, et aussi vous vous retrouvez dans une situation où vous pouvez avoir un contact avec les lecteurs qui est différente de celle des salons habituels. Dans un salon, normalement, vous êtes derrière votre petite table, et puis vous avez vos livres devant vous,
vous êtes comme un épicier. Et j'ai rien contre les épiciers, c'est très important de vendre ces choses, mais le rapport est plus mercantile. C'est-à-dire qu'on est là, vous voulez acheter mon livre, très bien, je vous fais une dédicace, au revoir monsieur, j'espère que ça va vous plaire. Ici, on peut parler avec les gens, ou les gens peuvent venir nous parler, un petit peu aujourd'hui, et puis plus demain, et puis pas du tout le jour d'après s'ils ont envie. Et puis au fur et à mesure, s'ils ont envie d'acheter un livre, ou nous dire quelque chose, eh ben, ils le font. Donc il y a quelque chose de très très convivial, de très agréable. Donc ça change complètement. Des projets? Toujours. Oui, non, toujours. Là, j'ai un livre pour adolescents, un policier pour adolescents qui sort en juin. Excusez-moi. Et oui, qui sort en juin. Et je finis mon prochain livre. Enfin, j'ai fini mon prochain livre, je suis en train de le relire. Je m'étais promis de le relire là, de commencer la relecture ici, mais j'ai pas le courage. Donc, À quel moment on s'aperçoit qu'un livre est terminé? Ça, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs étapes pour moi. La première étape, c'est quand j'ai fini la première version. Quand je peux me dire, au bout de X pages, voilà, là, je peux mettre le mot fin. Je sais qu'il y a tout à refaire, tout est à reprendre, mais enfin, j'ai posé. Voilà, c'est un petit peu comme si j'avais traversé l'Atlantique. Je suis de l'autre côté. Bon, il va falloir recommencer le voyage plusieurs fois, mais au moins, je l'ai fait une fois et je suis arrivé intact, en entier. Et donc, ça veut dire que je suis globalement satisfait, comme dit l'autre, du résultat. Ensuite, et c'est ce que je fais là en ce moment, il faut refaire une première lecture, enfin je refais une première lecture, et qui peut changer beaucoup de choses, qui est évidemment là pour améliorer le texte, et dans mon cas en général pour couper tout ce qui est en trop. J'essaie de retirer le maximum de gras dans mon histoire. Donc quand est-ce qu'il est fini? Quand à force de lecture, il n'y a plus grand-chose à retirer. Il y a toujours des petites choses à changer, des petits mots, des verbes qui ne vont pas. Mais lorsque vraiment on est au niveau du détail, où on se dit, bon, il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le lise maintenant. Oui, c'est une situation qui est difficile, qui est complexe. De donner le livre à lire à quelqu'un d'autre? Non, de se dire, voilà, maintenant il faut que ça s'arrête, il faut que je puisse prendre conscience que j'ai terminé de laisser mes impressions sur cette phase-là. C'est pas complexe, c'est juste un tout petit peu angoissant parce que quand vous êtes tout seul avec votre texte, vous espérez que vous ne vous êtes pas trompé, puisqu'il n'y a que votre jugement. Donc lorsque vous jugez que bon là c'est bon, vous êtes arrivé à terme, il faut espérer que vous êtes près de la réalité, de la vérité. Merci beaucoup pour cette rencontre. C'est moi qui vous remercie. Merci.